le développement du Kasaï oriental, un rendez-vous manqué. Voilà, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la suite de ce thème avec le docteur Badibanga Sambuka Bissala, parce que, comme vous l'avez suivi avec nous, le gouvernement Samalou Kondé a été investi en début de semaine et il a donc dû défendre ou présenter son plan d'action, son programme, le programme gouvernemental sur base duquel il a été investi. Et donc le plan d'action de 2021 à 2023 et ce plan d'action qui renferme quelques piliers comme autrefois évoqué par le docteur Badibanga Sambuka Bissala. Et donc nous allons devoir échanger avec lui, pas seulement par rapport à l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, mais aussi parce que autrefois il nous a parlé du Kasaï oriental et que notre thème, je le rappelle, c'est le Kasaï, le développement du Kasaï oriental, un rendez-vous manqué. Donc cette question a une suite et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés, beaucoup de gens qui nous ont fait voir qu'il a parlé sans pour autant donner des propositions concrètes par rapport à ce développement du Kasaï oriental après la remise en question, parce qu'il faudrait une remise en question, comme il l'a dit, qui s'impose. Et donc, par rapport à cette remise en question, quelles sont les propositions concrètes qu'il peut faire pour le développement du Kasaï oriental afin de ne pas manquer ce train qui est en marche, avec notamment la constitution de l'Union sacrée ou l'institution de l'Union sacrée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc autour de quoi nous allons devoir échanger avec lui. Et comme la dernière fois, le docteur Badibanga va donc faire un exposé de quelques minutes avant, deux ou trois petites questions. Je ne serai pas seul. Je m'appelle Emery Kazali Chibang et je serai avec Hortense Mbinda de la radio-télé Fraternité Bouenemontou, qui elle aussi est intéressée par la suite de cette question. Nous donnons la parole au docteur Badibanga Sambuka Bissala et peut-être qu'il y aura deux ou trois petites questions d'éclaircissement après son exposé. Bonjour chers amis. Bonjour. Et nous revoilà encore après la première émission sur le développement du Kasaï oriental, le rendez-vous manqué. Une remise en question s'impose. Nous allons poursuivre avec certaines pistes de solutions. Comment est-ce que nous pouvons nous y prendre? Et en ciblant bien un domaine, un secteur particulier. D'abord, nous allons toujours revenir au niveau national. Au niveau national, le premier gouvernement de l'Union sacrée a été investi par notre Parlement. Et depuis hier, ça c'est une circonstance heureuse, puisque nous avons maintenant notre gouvernement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il existe un plan d'action au niveau national de 2021 maintenant, puisque nous sommes seulement en 2021, en 2023. J'avais eu l'occasion de lire ce plan d'action et de l'analyser bien avant la présentation par le Premier ministre et surtout de l'analyser par rapport à sa finalité. Par rapport à sa finalité suivant la vision, la pensée politique du chef de l'État, du peuple d'abord. C'est ce que la fois passée, j'ai traduit par le bien-être. Donc je me suis dit, ok, il y a ces 5 piliers, c'est une 60aine de pages.
Et je me dis, mais pour le commun des mortels, c'est très difficile de comprendre ce plan d'action tel qu'il a été présenté. Et je l'ai synthétisé en disant, mais tout plan d'action, qu'il soit au niveau du gouvernement national, qu'il soit au niveau du gouvernement provincial, par rapport à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, le bien-être, il vise quoi? Sa finalité, c'est l'élévation du niveau de vie des populations. C'est ça la finalité, c'est l'élévation du niveau de vie. Pourquoi l'élévation du niveau de vie des populations? C'est pour justement accomplir ce bien-être. Lorsque nous parlons du bien-être tel que je l'ai explicité la fois passée, le bien-être des populations, et pour moi, les populations commencent par les familles. Donc la famille, le bien-être de la famille. Le bien-être de la famille, donc des individus qui composent la famille. Il faudra comprendre par ce bien-être que ce bien-être, c'est-à-dire les droits humains. C'est pourquoi je vous ai parlé de ces droits. On élève le niveau de vie pour que l'individu, la famille, on puisse garantir les droits humains qui sont en premier lieu, et c'est ce que même le plan d'action nous dit, c'est la sécurité. Parce que sans la sécurité, l'individu, la famille, la population en général ne pourra pas donc exercer ses activités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques. Donc, nous disons la sécurité en premier lieu, et le social, nous disons, il y a l'emploi, le logement sain, l'éducation de qualité, l'alimentation saine, les soins de santé de qualité, y compris l'assainissement, l'hygiène et l'eau. Donc voilà un peu, avoir une identité. La personne, on dit même chez les enfants, il faut avoir une identité. Si nous n'avons pas d'identité, et vous avez suivi même l'adresse du chef de l'État, quand on parle du recensement, donc il faut avoir une identité. C'est pour cela que vous voyez, dès la naissance, on demande justement à ce que les parents présentent leur enfant à l'état civil pour avoir une identité. C'est capital, ces droits humains. Donc nous faut toujours avoir à l'esprit que tout bien-être, toute élévation du niveau de vie concourt à atteindre, à réaliser ce bien-être, soit les droits humains. C'est comme ça, lors de l'émission antérieure, il est revenu plusieurs fois pour dire, mais quelles sont les propositions? Comment moi, je conçois, quelles sont les pistes que je pourrais proposer pour l'accomplissement de ces droits humains, mais maintenant, quittant la nation, mais au niveau de notre province. Je reviens encore sur les 3 secteurs piliers du développement durable, du plan d'action de développement durable d'ici 2030. Les 3 secteurs piliers, c'est 1, le capital humain. Le capital humain, donc il nous faudrait, au niveau de la province, avoir une politique, une stratégie de développement, de la promotion du capital humain. Deuxième pilier, c'est le développement social. Le développement social, c'est ce qui permet, c'est ce qui permet à toute activité économique soit-elle et cette ressource humaine, ce capital humain, de faire en sorte que l'individu, les familles et toute la population en général puissent profiter de ces droits que nous avons cités ici. Donc c'est ça que nous sommes en train de revenir tout le temps d'insister sur ces sociales-là. Ces relations humaines qui doivent exister entre
les différentes tranches de la population, au sein de la famille, au sein de la collectivité. Nous allons voir, à titre d'exemple, ce qui se passe au niveau de notre province, si nous pouvons arriver à ce développement social. Donc ces relations humaines, ces relations interpersonnelles de qualité, de telle sorte que nous arrivions à une cohésion sociale qui nous évite des conflits. Enfin, le troisième pilier, c'est le développement économique. Donc, le développement économique, parce que c'est celui-là qui va produire la richesse, et cette richesse va profiter à tous les individus, aux familles de vivant dans notre province du Kasaï oriental. Mais il y a un quatrième secteur dans le plan d'action du développement durable. Le quatrième secteur, c'est la culture. Donc souvent, nous avons tendance d'oublier ce quatrième secteur. Pourquoi la culture? C'est parce que la culture, c'est elle qui est, avec l'éducation, qui vont nous donner justement les pratiques, l'état d'esprit d'un individu, de la famille, d'une collectivité, qu'elle soit locale, provinciale ou nationale, pour dire voilà comment moi je pense me développer, je pense élever mon niveau de vie, je pense contribuer au développement de cette province. Voilà donc, comme je dis, les quatre piliers qui devraient être pour nous donc dans la recherche de ces bien-être individuel, familial, collectif. Recherche donc pour accomplir les droits humains. Alors je pourrais proposer, comme pour moi, le premier pilier, le capital humain. Pour moi, pour développer notre province, il nous faudrait insister sur le capital humain. Quel capital humain? Souvent, les gens se posent des questions, mais le capital humain, c'est quoi? Les gens ont tendance à croire que le capital humain, c'est seulement ceux qui ont étudié, ceux qui sont aux études. Ce n'est pas question d'être seulement aux études pour que nous puissions constituer notre capital humain. Nous disons le capital humain, c'est partir de toutes les ressources humaines des gens qui ont un certain savoir, un certain savoir-faire, un certain savoir-être, que ce savoir soit inné ou acquis. Inné, il y a des gens par leur propre capacité se développent d'eux-mêmes. Si nous observons ici chez nous tous ces jeunes gens, même s'ils n'ont pas fait des hautes études, mais ils ont des capacités qui font qu'ils se développent eux-mêmes, ils acquièrent eux-mêmes des connaissances et ils acquièrent eux-mêmes des habiletés pour pouvoir justement faire face aux défis de la vie et s'en sortir. C'est ça que nous entendons par capital humain. Mais comment aborder ce capital humain au niveau de notre province du Kasaï oriental? Nous disons le capital humain au niveau de la province du Kasaï oriental, il est constitué en partant des réalités. Donc ces ressources doivent être disponibles et mobilisables. Comment est-ce que ces ressources peuvent être disponibles et mobilisables? Donc il ne faut pas aller chercher très loin. Quand nous regardons tous ces jeunes gens, que femmes, hommes,
déjà d'autres, à partir de leur enfance, développent eux-mêmes ces capacités de pouvoir faire face aux défis de la vie. C'est ça le premier capital humain que nous avons ici au Kasaï oriental. Il ne faut pas négliger tous ces jeunes gens que nous voyons au niveau du marché, au niveau de certains espaces qui essayent par eux-mêmes de s'en sortir. C'est ça le premier capital humain que nous avons ici. Mais ce capital humain mérite d'être encadré. Je vais partir de certains exemples. Si vous regardez bien, nous avons de petits ateliers de réparation, d'entretien de vélos, de motos, de véhicules. Nous avons de petits ateliers, comme on dit, de forgeronnerie, où nous voyons des gens en train eux-mêmes de fabriquer certains matériaux, certains ustensiles. Nous avons des ateliers, par exemple, ce qui nous fascine beaucoup, nous avons un type de bicyclette que nos jeunes gens fabriquent, adaptent à notre contexte. Donc c'est ça, c'est ce capital humain qu'il nous faut mobiliser pour dire, mais comment nous allons faire pour transformer, améliorer ce capital humain pour élever leur niveau de vie. Si nous allons dans nos territoires, mais qui a appris à nos mamans à transformer les noix de palme en huile? Qui leur a appris ça? Qui leur a appris à transformer les arachides pour avoir l'huile d'arachide? Qui leur a appris, même si l'usage est nuisible, nocif à notre santé, parce que par manque maintenant de connaissances pour savoir doser, qui leur a appris à préparer cette boisson-là de Chimbukula, à préparer cette boisson alcoolisée à plus de 100%, le 500. Qui leur a appris? Mais c'est un capital humain. Mais maintenant, nous sommes entrés, parce que c'est ça leur ressource aussi génératrice leur source génératrice de revenus. Si vous allez dans nos territoires, vous allez voir, même ici, en ville à Mbujimaï, nos mamans préparent du matin au soir. Nous avons été élevés par nos mamans à partir, payer nos études à partir justement de cette préparation de la boisson là de Chibuku. Donc, il y a des capacités qui existent au sein des populations, des familles. C'est pour cela que nous sommes en train de dire un plan d'action qui ne tient pas compte de ces capacités, eh bien, c'est un plan d'action qui ne va pas répondre aux besoins réels de la population. Et quand j'ai fait cette analyse du plan d'action national, je me suis dit, mais ce plan d'action national, il nous faudrait donc, ici au niveau provincial, articuler notre plan d'action, même s'il précède le plan d'action national, l'articuler avec le plan d'action national. Sans quoi nous serons en déphasage. Donc il y a des actions que nous prenons au niveau local qui doivent être en articulation, en phase avec les actions du niveau central ou du niveau national. Donc pour moi, le capital humain part d'abord de nos propres connaissances, de nos propres savoir-faire. J'ai toujours beaucoup de respect quand je vois tous ces gens-là, vous leur apporter. J'ai vu dernièrement avec mon propre véhicule à Moché, mais nous l'avons amené au niveau d'un garage, qu'on peut dire garage de la rue, mais ces jeunes gens sont arrivés à débosseler ce véhicule et presque à me le rendre comme dans son état antérieur. Je suis resté tellement étonné, j'ai regardé comment ils travaillaient, mais j'ai dit, voilà l'école. Mais c'est comme ça que dans d'autres pays, on commence avec les propres ressources existantes.
Regardez tous ces jeunes gens qui utilisent les digitales, les numériques. Mais ils ont appris où? Parce que si vous regardez dans nos institutions scolaires et académiques, nous n'avons pas cette pratique que nous retrouvons au niveau de nos marchés ici. Nos jeunes gens savent vous démonter que ce soit ces téléphones, que ce soit ces ordinateurs, et ils savent fabriquer même des panneaux solaires. Alors je me dis, mais qu'est-ce que nous cherchons pour faire un plan d'action qui répond aux besoins réels, ce qui se fait ici? Il y a ceux qui fabriquent le moulin. Est-ce que vous avez déjà vu dans quelle institution ici on apprend à nos enfants, où on les envoie faire le stage, là où ces jeunes gens fabriquent le moulin, où ces jeunes gens fabriquent les convertisseurs? Maintenant, nous avons des techniciens ici chez nous qui nous disent non, si vous prenez les convertisseurs de l'énergie électrique de panneaux solaires, une fois que ça tombe en panne, vous ne serez pas à même de le réparer, vous devez aller acheter d'autres. Donc il nous faut être réalistes, pragmatiques. Quelles sont les ressources que nous avons ici en capital humain, ce que nous savons faire par nous-mêmes, que nous pouvons maintenant encadrer pour améliorer. C'est comme ça que nous arrivons maintenant le capital humain au niveau de ce qui est l'éducation intellectuelle, l'éducation scolaire. Donc notre école, à partir du fondamental jusqu'au niveau des études supérieures universitaires, ne pourra pas s'adapter à notre contexte et prendre ce qui existe. Nous n'allons pas nous en sortir, nous n'allons pas créer la richesse, nous n'allons pas élever le niveau de vie de nos populations. Donc, des individus et des familles. Donc, le capital humain est pour nous, disons, le premier pilier sur lequel notre province doit compter. Une fois que nous avons ce capital humain, nous pouvons alors penser aller au développement économique, des infrastructures. Qu'est-ce que vous pensez avec tous ces jeunes? Regardez le nombre de jeunes qui font des marches ici chez nous. Mais ils ne travaillent pas, c'est pourquoi ils sont chaque fois, pour la moindre occasion, ils sont déversés dans la rue, parce que un des piliers des besoins essentiels, c'est l'emploi. Mais il ne faut pas rêver pour créer l'emploi ici chez nous. Si nous pouvons mobiliser tous ces jeunes gens, avec ces jeunes gens, nous pouvons donc arriver à faire en sorte que nous les déversons sur les marchés du travail pour entretenir nos routes. Est-ce qu'il est difficile pour nous de prendre tous ces jeunes gens d'après leur localisation pour que ces jeunes gens puissent arriver à entretenir nos routes, les déverser dans toutes les pistes de desserte agricole. Donc c'est ce que nous sommes en train de penser, que une des pistes pour nous, c'est le développement, la promotion du capital humain, à partir de ce qui existe. À partir de ce qui existe, nous pouvons donc voir comment notre politique, nos stratégies, des plans d'action qui ne sont que des outils, des instruments, nous pouvons les adapter. Mais il faut avoir l'œil et le bon pour voir qu'est-ce qui se passe déjà dans notre société. Je voudrais terminer cette introduction en paraphrasant ce que le chef de l'État nous a dit. Mais nous avons nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, nous pouvons faire en sorte que nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, qui ont des connaissances, cette fois-ci,
intellectuels puissent revenir. Mais il ne faut pas regarder seulement la diaspora hors du pays. Nous avons la diaspora interne au niveau des autres provinces, au niveau des autres villes. C'est ça que nous entendons pour nous. Comment faire revenir ces jeunes gens avec leur savoir, avec leurs connaissances, pour que ces jeunes gens puissent contribuer à booster l'économie, donc l'élévation du niveau de vie ici dans notre province. Si nous n'avons pas une vision, nous allons tourner en rond. Nous allons tourner en rond et nous ne saurons pas, nous allons dire, voilà l'expérience d'un investisseur qui sont venus se loger à un de nos hôtels ici en demandant des CV, des curriculum vitae, des gens. Alors tout le monde a accouru. Mais moi je disais, j'ai vu même mon personnel, j'ai dit, mais ça ne se fait nulle part au monde. On vous demande comme ça de venir avec les CV, etc., sans vous donner le profil et des gens qu'on cherche et l'emploi. Ça ne se fait nulle part, on se moque de nous. Et ça n'ira nulle part. Vous avez vu, il y a un silence complet. C'est parce que seulement nous pensons que ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui va développer notre province. Donc le capital humain, partir de nos propres ressources humaines existantes, en observant bien ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire maintenant et comment nous pouvons améliorer pour profiter à chaque individu et pour profiter à chaque famille. Voilà un mot d'introduction. Je suis à vous pour répondre à vos questions. Pour l'exposé, j'ai des préoccupations. Avec l'exposé, ça prouve les soucis que vous avez pour la province du Kassai-Oriental. Cette province qui est en train de sombrer. J'ai dit qu'elle est en train de sombrer. Pourquoi? Parce que nous avons eu un gouvernement. Aujourd'hui, ce gouvernement n'existe pas. Nous sommes en train de traverser la transition en attendant l'organisation des élections pour notre gouvernement. Comment vous trouvez cette étape ou cette période de transition? Est-ce que vous avez un conseil à donner à la population qui traverse ces moments de transition? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur le gouvernement central qui vient d'être investi hier. Est-ce que ces gouvernements, la composition de ces gouvernements vous inspire confiance? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de ces gouvernements? Merci. Par rapport à la situation de transition ou d'attente au niveau de notre province, avec l'exécutif, disons, le chef de l'exécutif qui a été déchu, et en attendant les élections d'un autre chef de l'exécutif, qui sera un autre gouvernement provincial, moi je pense qu'il faudrait être circonspect, attendre un peu, analyser ce qui se passe au niveau national, de ne pas trop se précipiter. Parce que le niveau national aura à donner son avis sur ce que le niveau provincial a dû faire. Moi, je pense que vous, les journalistes, vous devez être pas seulement les journalistes d'opinion. Je ne sais pas si je peux expliciter mieux journaliste d'opinion. Il y a eu même un débat hier ou avant-hier sur Radio Okapi sur les journalistes d'investigation et les journalistes d'opinion. Vous devez beaucoup plus être des journalistes d'investigation. Si vous entendez les déclarations des hommes politiques de la province par rapport à la situation que nous traversons, ne prenez pas d'abord de position. Faites vos investigations, analysez, scrutez pour essayer de comprendre. Parce que si vous prenez une déclaration qui vient de tel bord,
parce qu'ils sont des alliés de l'exécutif sortant, ou de tel bord parce qu'ils sont des antagonistes ici de l'exécutif sortant, sans comprendre réellement les faits, vous allez induire cette population en erreur. Faites vos investigations, soyez vraiment calme, ça prend beaucoup de temps. Écoutez le son de cloche, comme on dit, différent. Et donnez maintenant ces nouvelles à la population. Ne réagissez pas de façon épidermique, comme on dit, par sentiment, parce que moi je suis de tel bord, ce que vous avez dit n'est pas bon, ce que vous avez dit est bon. Non, c'est ce que nous faisons, nous suivons tout ce qui est en train de se passer, mais nous cherchons des informations, mais ça prend beaucoup de temps. Maintenant, comme nous sommes dans la période de transition, en attendant, comme je vous l'avais dit la fois passée, le temps presse. Mais ce temps presse, je pense que ceux qui sont en train de gérer les affaires courantes doivent gérer les affaires courantes à partir des éléments du plan d'action existant. Parce qu'il y a eu un plan d'action que le gouvernement sortant a présenté à l'Assemblée. On ne peut pas, ce que j'ai suivi, même les commentaires de certains juristes, on ne peut pas changer, de certains politiques aussi, on dit on ne peut pas changer, parce qu'on gère les affaires courantes. Voilà, il faut gérer les affaires courantes dans le sens de faire progresser ce plan d'action existant. Il ne faut pas introduire un autre plan d'action, ça va aller à l'encontre de pourquoi on a investi le gouvernement provincial existant. Voilà le conseil dans cette période de transition, c'est continuer avec le plan d'action qui est le seul outil de gestion de notre province. Il n'y en a pas d'autre, c'est ce plan d'action-là, adapté à la situation actuelle. Confiance au gouvernement central. Je vous ai dit que j'avais déjà eu le plan d'action du gouvernement central qui est assez, disons, volumineux, avec ses 60 pages, je crois, et beaucoup d'actions. Mais pour moi, la confiance ne pourra venir de ce gouvernement, nous lui donnons le bénéfice du doute, que quand ce gouvernement va commencer à réaliser ce plan d'action dans les 100 jours, puisqu'on nous dit toujours les 100 jours, dans les 100 jours, en allant vers les 3 piliers que je viens de vous citer ici. D'abord, il y a cette condition indispensable, la sécurité. Comment est-ce qu'ils vont aborder la question de la sécurité au niveau national, qui va avoir des incidences sur le niveau aussi provincial. Deuxièmement, c'est l'emploi. Pour moi, le social, c'est l'emploi. L'emploi, l'éducation et les soins de santé. Si ce gouvernement peut travailler sur ça les 100 jours, on voit des signaux, en ce moment-là, nous pouvons dire, ok, ce gouvernement nous donne confiance. Sans quoi, vous allez voir après les 100 jours, les gens vont dire, non, on continue la même chose. La sécurité, il n'y a pas de signaux, mais il n'y a pas de signaux pour que nous puissions avoir cette confiance du gouvernement national. Docteur, aujourd'hui nous entendons des discours du genre « les hommes ont échoué, maintenant donnons la chance aux femmes », pendant que autour, dans les cabinets, dans les ministères, il y a aussi des hommes. Est-ce que c'est un discours qui peut construire? Je pense, je viens de vous dire maintenant que ce n'est pas ça notre préoccupation de savoir qui fait mieux, qui fait mal, etc. Et je reviens toujours à cette union sacrée. N'est-ce pas, maintenant, nous avons dit l'union sacrée. Et cette union sacrée suppose que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous tous, nous avons la même vision. Et notre vision, c'est ce que je viens de dire, le bien-être de cette population. Il y a ceux qui le font
mal, ceux qui le font bien, il y aura une complémentarité pour que nous puissions réajuster notre tir. Donc, je ne crois pas que vous, au niveau des journalistes, ça c'est ce que je dis, de vous analyser les opinions des gens. Nous n'avons pas besoin, dans ce temps ici, de prendre les opinions des gens de façon brute. Nous avons besoin de reprendre les opinions qui sont... Quelqu'un me donne son opinion, je dis très bien, et je commence maintenant à analyser profondément sur quelles données, parce que je peux prendre, mais sans connaître véritablement l'idée de la personne qui l'a énoncée. Et dans ces conditions, quelle peut être votre conclusion par rapport, surtout que déjà dans votre exposé, votre introduction, vous avez ramassé presque toutes les préoccupations. Comment conclure après la sortie du gouvernement central et avec cet intérim en attendant bien sûr le dossier qui est encore en cours au niveau de la Cour constitutionnelle dont on ne connaît pas encore l'issue? Ma conclusion, elle est celle-ci. Je vais toujours revenir sur cette philosophie, cette pensée philosophique. Pour moi, je pense qu'elle est vraiment forte de l'union sacrée. Si nous ne comprenons pas ce qu'est l'union sacrée, nous allons nous entretuer pour rien. Et nous allons rater même. La philosophie de l'union sacrée, c'est-à-dire nous mettons de côté nos appartenances politiques, appartenances religieuses, appartenances ethniques, et nous disons tous le bien-être de cette population par rapport aux piliers que je viens de vous décrire. Tout en sachant que j'ai suivi, excusez-moi, je ne peux pas rater ça, le Parlement des enfants du Nord Kivu demande que le président de la République vienne pour que... Mais vous voyez comment les interprétations de certaines structures mal orientées. Le Parlement des enfants, quand nous faisons partie des gens qui ont expérimenté, testé depuis 2001 le Parlement des enfants. Ce n'est pas ça son rôle. Ce n'est pas ça son rôle. Nous avons donné un autre idéal au Parlement des enfants. On y reviendra peut-être une autre fois. Le président de la République est garant. Il ne peut pas aller au front. Il peut faire comme les autres présidents de la République font dans le monde par surprise, de façon secrète. Il va visiter, inspecter ses troupes, mais on ne sait même pas quand est-ce qu'il est parti. C'est ça le président de la République. Il n'est pas général ou commandant d'un bataillon. Donc nous pensons qu'on induit en erreur justement les populations. Non, nous disons qu'il faut prendre quelqu'un à sa juste valeur. Donc pendant cette période de transition, bien que la sécurité reste pour nous le préalable ou la condition sine qua non pour développer la province, il nous faudrait garder la juste mesure. Nous avons vu, je ne sais pas si vous avez été à Goma, qui est toujours en insécurité, mais si vous voyez les développements des infrastructures à Goma, ça dépasse de loin, malgré qu'ils sont en guerre, tout ce que nous développons ici chez nous, alors que nous ne sommes pas en guerre. Donc, il ne faudrait pas dire aussi que s'il n'y a pas de guerre, là nous allons nous développer. Mais regardez, il y a des pays où les gouvernements sont là, mais c'est une approche globale au niveau sous-régional, au niveau régional, au niveau international, pour voir comment on peut... donc c'est les aspects qu'on dit politiques, diplomatiques et aussi militaires. Si nous ne considérons pas tous ces aspects-là, nous serons déçus, parce qu'on va dire, malgré qu'on a déployé autant de moyens, mais on n'arrive toujours pas. Mais il faut mettre dans le contexte actuellement du mondial comment
même là où il y a des gouvernements forts comme au Nigeria, qu'est-ce qui se passe dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe pour comprendre aussi nos situations. Sinon, nous allons aller en erreur. Donc ma conclusion est que dans l'état actuel du Kasaï oriental, il faut partir du capital humain existant ici, localement, au niveau individuel des familles, des populations, pour enclencher les développements sans attendre que la part de ce qui va venir de l'extérieur. C'est ça ma conclusion. Le capital humain existe ici au Kasaï oriental et les gens sont... Sinon, nous n'allons pas survivre tous ces 60 ans de turbulence. Nous avons résisté parce que nous avons un capital humain existant. Maintenant, le gouvernement provincial doit avoir le bon coup d'œil pour promouvoir et stimuler ce capital humain local. Merci, docteur. Voilà, vous venez de le suivre. Tous les 5 piliers évoqués par le docteur Badibanga Sambouka ont été évoqués également dans le programme ou épinglés dans le programme d'action du gouvernement, le plan d'action du gouvernement Sama Lukonde qui vient d'être investi il y a quelques jours par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il a, après avoir fait voir tous ces 5 piliers tels que repris dans le programme du gouvernement, il est revenu sur ce grand thème, le développement du Kasaï oriental. Est-ce un rendez-vous manqué? La remise en question, on s'impose, et donc il a proposé quelques pistes de solutions pour voir le Kasaï oriental décoller et ne pas manquer le train du développement avec la constitution de l'Union sacrée. Merci une fois de plus. Nous allons nous retrouver une autre fois pour d'autres thèmes et peut-être pour d'autres enrichissements, parce que c'est une série de réflexions, parce que tous nous voulons voir notre Kasaï aller de l'avant. Bien de bonnes choses chez vous, et merci à Hortense Pinda avec qui nous avons été. Merci également au docteur Badibanga Sambouka Bissala pour ce temps précieux qu'il nous accorde afin de réfléchir ensemble avec nous et avec vous sur le développement de la province du Kasaï oriental. À la prochaine.